Mon père m'a dit que j'avais de la chance d'avoir ce poste, quand j'ai demandé une augmentation. Après avoir dirigé son entreprise pendant 3 ans sans en avoir une seule, il a refusé, puis a embauché mon raté de frère adoré, pour 3 fois mon salaire. Alors, j'ai démissionné. Mais la semaine suivante, j'ai eu la chance de trouver un concurrent m'offrant 40% de plus. Lui a eu moins de chance, quand 3 autres personnes m'ont suivi vers la sortie, et maintenant ils font face à la faillite, et me supplient de revenir. Très bien, Reddit. Attachez vos ceintures, car cette histoire parle de trahison dans une entreprise familiale, du syndrome de l'enfant chéri sous stéroïdes, et du choix de carrière le plus satisfaisant que j'ai jamais fait. C'est aussi l'histoire d'un karma qui a agi plus vite qu'une livraison Amazon Prime. Alors, j'ai 29 ans, et je travaille dans l'entreprise de CVC, chauffage, ventilation et climatisation, commerciale de mon père, depuis que j'ai 22 ans. J'ai commencé juste à la sortie de l'université, avec un diplôme de commerce, et une certification en CVC que j'ai obtenue en parallèle. Je voulais vraiment comprendre le secteur dans lequel je m'engageais. Un concept novateur, je sais. Mon père possède SCS. Il fait de l'installation et de la maintenance CVC commerciale, pour des immeubles de bureaux, des hôpitaux, des écoles, la totale. Quand j'ai commencé, l'entreprise générait environ 8 millions d'euros par an, avec 45 employés. Laissez-moi vous brosser le tableau de la dynamique de cette famille. Mon jeune frère, Derek, 26 ans, est le foutu enfant chéri. Il l'a toujours été. Ce mec a traversé la vie en se laissant porter par son charme, et par le portefeuille de nos parents. Il a changé de filière 4 fois à l'université. Il a commencé par le commerce, et passé à la communication, puis au marketing, et enfin au management du sport. Il a mis 6 ans à obtenir son diplôme dans une université réputée pour ses fêtes que personne ne connaît, où la qualification principale était de se pointer bourré aux soirées d'avant-match. Sa grande évolution de carrière après l'obtention de son diplôme. Il a travaillé comme ambassadeur de marque. Comprenez par là, qu'il a distribué des échantillons gratuits pour une marque de boissons énergisantes, pendant 8 mois, avant de se faire virer pour s'être pointé avec la gueule de bois beaucoup trop souvent. Ensuite, il a été consultant pour la start-up d'un pote, qui a fait faillite en moins de 6 mois. Puis, il a essayé de lancer sa propre marque de style de vie, en vendant des vêtements de sport hors de prix, avec des citations de motivation. Ça a duré environ 3 mois, avant qu'il n'abandonne. Aux dernières nouvelles, avant qu'il ne rejoigne Sterling, SCS, il faisait du marketing sur les réseaux sociaux pour une chaîne de restaurants locale. Cela consistait principalement à prendre des photos de nourriture, et à les poster sur Instagram. Il a aussi été renvoyé de ce poste, quand ils ont réalisé que ses 50 000 abonnés Instagram étaient surtout des bots qu'il avait payés, et qu'il n'apportait absolument aucune clientèle. Mais, selon nos parents, Derek se cherchait, explorait ses options, et finirait bien par trouver l'endroit parfait. Pendant ce temps, je trimais 60 heures par semaine, et on me demandait quand j'allais faire quelque chose de significatif avec mon diplôme. Le favoritisme n'était pas subtil. Il ne l'avait jamais été. En grandissant, Derek a eu une voiture neuve pour son 16e anniversaire. Moi, j'ai dû partager la vieille fourgonnette de maman, et payer ma propre essence. L'université de Derek a été entièrement payée. Les frais de scolarité, le logement, l'argent de poche, la totale. J'ai eu une couverture partielle de mes frais, et j'ai dû travailler à temps partiel, en plus de contracter des prêts pour le reste. Les voyages de Derek à Canquin pour le Spring Break, entièrement financés. Mon besoin d'un nouvel ordinateur portable pour les cours? Tu ne peux pas juste utiliser les ordinateurs de la bibliothèque? Quand Derek a finalement obtenu son diplôme, après 6 ans, ils lui ont organisé une énorme fête dans un beau restaurant. Ils ont invité genre 40 personnes. Quand j'ai obtenu mon diplôme à temps, avec mention, et avec un emploi qui m'attendait, nous sommes allés chez Olive Garden, juste nous 4. Mon père a passé tout le dîner à parler d'un contrat sur lequel il travaillait. Et voici la chose qui a vraiment enfoncé le clou. Quand j'ai commencé chez Sterling, en bossant comme un fou, en apprenant les rouages de l'entreprise, papa pointait constamment chaque erreur que je faisais. Ce n'est pas comme ça qu'on fait les choses ici, fiston. Tu dois penser de manière plus stratégique. Arrête d'essayer de changer les choses, juste pour les changer. Mais quand Derek merdait dans ses divers emplois, cette entreprise ne le méritait pas de toute façon. Ils n'ont pas su reconnaître son potentiel. C'est leur perte. Pendant ce temps,
je me défonçais depuis le premier jour. J'ai commencé dans l'entrepôt, à faire l'inventaire et la logistique. Puis, je suis passé à la coordination de projet, et enfin à la gestion des opérations. À ma deuxième année, je dirigeais essentiellement toutes les opérations quotidiennes, pendant que mon père s'occupait des ventes, et des relations avec les gros clients. Et le truc, c'est que j'étais foutu doué pour ça. Quand j'ai repris les opérations, nous étions constamment en retard, nous perdions de l'argent sur des trajets inefficaces, et nos scores de satisfaction client stagnaient autour de 72%. Nos techniciens conduisaient à travers tout l'État, sans aucune logique réelle dans leurs itinéraires. Nous avions des gars qui passaient devant des chantiers pour se rendre à d'autres chantiers, accumulant des frais de carburant insensés, et une perte de temps énorme. L'inventaire des pièces était un désastre. Nous avions soit beaucoup trop de choses dont nous n'avions pas besoin, soit nous manquions de composants critiques juste au moment où nous en avions besoin. En 6 mois, j'ai restructuré tout notre système de répartition. J'ai mis en place un nouveau logiciel de gestion de projet qui fonctionnait vraiment, pas le système de merde que papa avait acheté à son pote de golf, et j'ai réorganisé nos équipes sur le terrain par spécialité, au lieu de la géographie. Soudain, nos gars du commercial ne perdaient plus leur temps sur des appels résidentiels. Nos équipes d'installation n'étaient plus retirées des chantiers, pour faire des réparations d'urgence. Tout fonctionnait mieux. La satisfaction client a grimpé à 94%. Nous avons réduit nos coûts d'heures supplémentaires de 30%, tout en améliorant réellement nos temps de réponse. Il s'avère que, quand vous n'avez pas des gars qui conduisent 3 heures aller-retour pour se rendre sur un chantier, ils peuvent effectivement terminer le travail pendant les heures normales. Notre taux d'incident de sécurité a chuté à presque 0, parce que je me souciais réellement d'une formation et d'un équipement adéquat, au lieu d'acheter simplement le matériel le moins cher possible. J'ai aussi complètement réorganisé nos relations avec les fournisseurs. Papa payait trop cher les pièces depuis des années, parce qu'il était fidèle à des fournisseurs qui nous arnaquaient sur les prix. J'ai instauré des appels d'offres concurrentiels, négocié des accords d'achat en gros, et établi des relations avec les fabricants, au lieu de passer uniquement par des distributeurs. Ça nous a fait économiser probablement 300 000 € par an, juste sur le coût des matériaux. Les contrats de maintenance préventive que j'ai mis en place, sont devenus une énorme source de revenus. Au lieu de simplement répondre aux urgences, nous avions des accords d'entretien programmés avec des bâtiments dans toute la ville. Un revenu stable et prévisible. Les clients adoraient ça, parce que leur système ne tombait jamais en panne. Nous adorions ça, parce que nous pouvions planifier le travail efficacement, au lieu de nous démener pour des appels d'urgence. J'ai introduit les systèmes logiciels qui nous permettaient de tout suivre, le coût des travaux, la productivité des techniciens, l'utilisation des pièces, l'historique des clients. Papa gérait l'entreprise avec des plannings papier, et à l'instinct. Je nous ai donné de vraies données pour prendre des décisions. À ma 3e année, cette année, j'avais aidé à faire croître l'entreprise à 14 millions € de revenus annuels. Nous étions montés à 68 employés. J'avais apporté 3 contrats hospitaliers majeurs, qui valaient environ 2 millions € par an combinés. Le contrat avec le district scolaire que j'ai décroché devait durer 5 ans, et incluait des contrats de maintenance pour 23 bâtiments. Cela seul valait 4 millions € sur la durée du contrat. Je travaillais un minimum de 60 à 70 heures par semaine. Je dirigeais les réunions opérationnelles chaque lundi matin, je gérais les négociations avec les fournisseurs, je supervisais personnellement nos 3 plus gros projets d'installation. Je prenais les appels d'urgence à 2 heures du matin, quand notre technicien de garde ne pouvait pas gérer la situation, parce que je savais réellement comment dépanner des systèmes complexes. J'interviewais et je formais les nouvelles recrues, j'examinais les finances, je planifiais l'expansion. Je faisais le travail d'au moins 3 personnes, et j'étais moins payé qu'un responsable des opérations en première année, dans n'importe quelle autre entreprise du secteur. Et voici ce que j'étais payé pour tout ça. 62 000 € par an. Ouais, vous avez bien lu. 62 plaques pour gérer une opération de 14 millions €. Pas de bonus, pas de participation aux bénéfices, pas de part dans l'entreprise, juste un salaire qui ne couvrirait même pas un appartement décent dans la plupart des villes. J'avais demandé des augmentations 2 fois auparavant. La première fois, après ma première année, papa a dit « Voyons comment se passe la 2e année ». La 2e fois, après la 2e année, il a dit « L'argent se fait rare en ce moment. Peut-être l'année prochaine ». Ce qui était des conneries, parce que j'avais vu les bilans financiers. Nous avions fait notre année la plus rentable de tous les temps. Alors, il y a 3 mois,
j'ai décidé de me faire pousser une colonne vertébrale, et j'ai demandé ce que je méritais réellement. J'ai fait une présentation complète, j'ai rassemblé 3 années de données, montrant exactement la valeur que j'avais ajoutée. Des comparaisons de salaires pour des directeurs des opérations dans des entreprises de taille similaire, dans notre industrie. Une moyenne de 95 000 à 120 000 euros. Une documentation de chaque réalisation majeure. Chaque contrat que j'avais aidé à décrocher. Chaque initiative de réduction des coûts que j'avais mise en œuvre. Je suis entré dans son bureau un mardi matin. Il lisait le journal et buvait du café, faisant sa routine habituelle de seigneur du manoir. « Papa, tu as une minute ? Je veux parler de ma rémunération. » Il n'a même pas levé les yeux de la section des sports. « Tu veux quoi, maintenant ? » « Mon salaire. Ça fait 3 ans que je suis là. Je n'ai pas eu d'augmentation, et je pense qu'il est temps de discuter d'un alignement de mon salaire, sur les standards de l'industrie et sur mes responsabilités réelles. » Cela a attiré son attention. Il a posé le journal, s'est adossé à sa chaise, avec ce petit sourire narquois et amusé. Les standards de l'industrie. Fiston, tu travailles pour la famille. Ça vaut plus que de l'argent. Grande inspiration. Restez professionnel. Je comprends ça. Mais je gère aussi l'ensemble des opérations d'une entreprise qui fait 14 millions par an, pour 62 000 euros. Ce n'est pas viable à long terme. Viable ? Il a carrément ri. Tu as de la chance d'avoir ce travail. Tu sais combien de gamins de ton âge tueraient pour travailler quelque part, où leur vieux pourrait leur apprendre le métier. Tu reçois une éducation ici, que l'argent ne peut pas acheter. Je reçois une éducation depuis 3 ans, tout en augmentant les revenus de 75%, et en améliorant littéralement chaque indicateur opérationnel que nous suivons. Je ne demande rien de déraisonnable. Je demande à être juste. Il s'est levé, et a marché jusqu'à sa fenêtre donnant sur l'entrepôt. Un mouvement de pouvoir classique. Tu veux savoir ce qui est juste ? Ce qui est juste, c'est que je t'ai donné ta chance, quand tu n'avais aucune expérience. Ce qui est juste, c'est que je te prépare pour, un jour, reprendre cette entreprise. Ce qui est juste, c'est que tu as une sécurité de l'emploi que la plupart des gens de ton âge n'ont pas. Et tu viens pleurnicher pour ton salaire. Je ne pleurniche pas. Je négocie. Il y a une différence. Et voici une négociation pour toi. Il s'est retourné pour me faire face. Tu peux garder ton salaire actuel, et être reconnaissant. Ou, tu peux aller tester ce marché libre, sur lequel tu as l'air si confiant. Va voir jusqu'où tes 3 ans d'expérience te mèneront, sans l'entreprise de ton papa sur ton CV. Je l'ai juste regardé. Ce n'était pas une négociation. C'était une menace. Je vais y réfléchir, ai-je dit, et j'ai quitté son bureau. C'était un mardi. Le jeudi, la bombe est tombée. Jeudi après-midi, papa convoque une réunion générale dans l'entrepôt. Tout le monde est là, debout, à se demander ce qui se passe. Nous ne faisons jamais de réunion générale, à moins qu'il ne se passe quelque chose de majeur. Je me dis qu'il a peut-être décroché un énorme contrat, ou que nous allons ouvrir un nouveau site. Non. C'était mieux. Tellement mieux. Les amis, j'ai d'excellentes nouvelles. Papa prend sa grande voix de discours, celle qu'il utilise avec les clients. Comme vous le savez tous, SCS a connu une croissance rapide. Cette croissance signifie que nous devons élargir notre équipe de direction. Je suis donc ravi d'annoncer que mon fils Derek se joindra à nous, en tant que nouveau directeur du développement commercial. Il a des idées novatrices. Et des relations qui vont nous propulser au niveau supérieur. J'ai senti mon estomac se nouer. Derek, directeur du développement commercial. Le gars qui s'était fait virer pour avoir distribué des Red Bull gratuits. Et puis est venue la partie, qui m'a fait bouillir le sang. Derek va se concentrer sur l'expansion de notre présence sur le marché, et sur l'acquisition de nouveaux clients. Il travaillera en étroite collaboration avec moi, sur la stratégie et les relations clients. C'est une période passionnante pour la famille Sterling, et l'entreprise Sterling. Après la réunion, j'ai coincé mon père dans son bureau. C'était quoi ce bordel ? C'était quoi ? Derek ? Directeur du développement commercial. Il n'y connaît rien en CVC, ou en gestion d'entreprise. Il n'a pas besoin de s'y connaître en CVC.
C'est à ça que servent les techniciens. Il connaît des gens. Il a de la personnalité. C'est ça, la vente. Quel est son salaire, ai-je demandé, même si je savais déjà que la réponse n'allait pas me plaire. Papa a bougé, mal à l'aise. C'est entre lui et moi. Je suis le directeur des opérations. Je dois savoir à quoi ressemblent nos frais généraux. Il a soupiré. Il commence avec une base de 175 000 €, plus une structure de commission. J'ai vraiment ri. Je n'ai pas pu m'en empêcher. 175 000 €. Tu te fous de ma gueule? Il gagne presque 3 fois ce que je gagne. Il est dans les ventes. Les ventes, c'est différent. De plus, il a de l'expérience dans le développement de marque. Le développement de marque? Il a distribué des boissons énergisantes dans des soirées universitaires. Fais attention à ton ton. Derek va apporter une perspective nouvelle. Et franchement, ton attitude en ce moment est exactement la raison pour laquelle tu n'es pas prêt pour plus de responsabilités. C'en était trop. C'était la goutte d'eau. Tu sais quoi? Tu as raison. Je ne suis pas prêt pour plus de responsabilités ici. Je démissionne. Son visage est passé de l'agacement au choc, en une demi-seconde environ. Tu quoi? Je démissionne. Avec effet dans 2 semaines à compter d'aujourd'hui. Tu veux payer ton fils non qualifié, 3 fois ce que tu paies la personne qui dirige réellement ton entreprise. Vas-y. Mais tu vas le faire sans moi. Maintenant, attends. Non. J'ai demandé une rémunération équitable. Tu m'as dit que j'avais de la chance d'avoir un emploi. Alors, je vais aller avoir de la chance ailleurs. Je t'enverrai mon email de démission officielle dans l'heure. Je suis sorti, je suis retourné à mon bureau, j'ai tapé la lettre de démission la plus professionnelle que j'ai pu rédiger, pendant que mes mains tremblaient de rage, et j'ai cliqué sur envoyer. Les jours suivants ont été vraiment bizarres. Papa a essayé de me faire le coup du parlons-en, mais ça ne m'intéressait pas. Maman a appelé en pleurant, disant que je déchirais la famille. Derek, et c'était la meilleure partie, m'a carrément envoyé un texto disant, sans rancune, mon frère. Comme s'il n'avait rien à voir là-dedans. Comme si le fait qu'il débarque, pour gagner 175 000 € pour un poste inventé, pendant que je gagnais des clopinettes, n'était pas l'intégralité du foutu problème. Je n'ai répondu à aucun d'entre eux. Je me suis juste pointé, j'ai fait mon travail, et j'ai commencé à mettre à jour mon CV. C'est là que ça devient intéressant. 3 de mes employés clés m'ont approché séparément, pendant cette période de 2 semaines. Ryan, mon chef superviseur de terrain. Lisa, qui gérait tous nos gros comptes. Et Tom, notre chef de projet principal. Tous les 3 étaient dans l'entreprise depuis des années. Tous les 3 valaient leur pesant d'or. Et tous les 3, apparemment, en avaient autant marre du favoritisme familial que moi. Ryan a été le premier. Il m'a pris à part lors d'une inspection de chantier. J'ai entendu dire que tu partais, a-t-il dit. Ouais. Il est temps de passer à autre chose. Où tu vas? Je ne sais pas encore. Je tâte le terrain. Il est resté silencieux pendant 1 minute. Alors. J'ai pensé à partir aussi. Cette histoire avec Derek, ce sont des conneries. Nous le savons tous. Si tu atterris dans un bon endroit, fais-le-moi savoir. Je pourrais vouloir te suivre. La même conversation a eu lieu avec Lisa le lendemain, et avec Tom le jour d'après. C'est là que j'ai réalisé que j'avais plus de poids que je ne le pensais. J'ai commencé à contacter des concurrents, j'ai mis mon CV sur quelques sites d'offres d'emploi du secteur. En 48 heures, j'avais 3 entreprises qui voulaient me parler. À la fin de la première semaine, j'avais 2 offres solides, mais la meilleure est venue d'Apex Climate System. Ce sont les plus gros opérateurs de CVC de l'État, ils font environ 45 millions d'euros par an. Leur directeur de l'exploitation m'a appelé directement après avoir vu mon CV. Nous observons la croissance de Sterling depuis quelques années, a-t-il dit. Le bruit court dans l'industrie, que c'est surtout de votre fait. J'y ai contribué, ai-je répondu, en restant modeste. Notre directeur des opérations actuel prend sa retraite dans 6 mois. Nous avons besoin de quelqu'un qui puisse prendre le relais, et être opérationnel immédiatement. En regardant votre parcours, vous êtes cette personne. Nous serions prêts à vous offrir un salaire de base de 95 000 €.
des bonus de performance qui pourraient ajouter 20 000 € annuels supplémentaires, des avantages sociaux complets, y compris un abondement pour la retraite, et nous pouvons parler d'options sur actions après votre première année. J'ai failli lâcher mon téléphone. 95 000 € de base. C'était une augmentation de 53% par rapport à ce que mon père me payait. Avec les bonus, je gagnerais plus que mon enfant chéri de frère, avec son titre ronflant. Quand avez-vous besoin d'une réponse, ai-je demandé. Prenez quelques jours. Réfléchissez-y. Mais entre vous et moi, nous aimerions vraiment vous avoir. Je n'avais pas besoin de quelques jours. Je connaissais ma réponse, mais j'ai joué la carte de la décontraction. Je lui ai dit que je le recontacterais d'ici la fin de la semaine. J'ai passé les 2 jours suivants à mentionner nonchalamment cette offre à Ryan, Lisa et Tom. Je n'ai forcé personne. Je leur ai juste fait savoir où j'allais potentiellement atterrir. Tous les 3 ont demandé si Apex embauchait. À la fin de mes 2 semaines de préavis chez Sterling, j'avais accepté l'offre d'Apex, et j'avais glissé un bon mot pour Ryan, Lisa et Tom. Tous les 3 avaient des entretiens programmés. Mon dernier jour chez Sterling a été tendu. Papa a essayé une dernière fois de me faire rester. Tu fais une erreur, a-t-il dit. Cette entreprise allait être à toi, un jour. Non, raclement de gorge, elle ne l'était pas, ai-je répondu. Elle allait être à Derek. Tu l'as rendu assez clair, quand tu l'as embauché pour 3 fois mon salaire, pour faire un travail pour lequel il n'est pas qualifié. C'est la famille. J'essaie de donner des opportunités à mes 2 fils. Tu lui as donné une opportunité. Tu m'as donné une leçon, sur la façon de connaître ma propre valeur. Merci pour ça. Sincèrement. Je suis sorti, je n'ai pas regardé en arrière, et j'ai commencé chez Apex 2 semaines plus tard. Le travail était exactement comme il l'avait promis. De meilleures installations, de meilleurs équipements, de meilleurs systèmes, et j'avais réellement un budget avec lequel travailler, au lieu de devoir mendier pour la moindre putain de chose. Dès mon premier mois, j'avais identifié 3 améliorations majeures d'efficacité que nous pouvions mettre en œuvre. Mon patron écoutait vraiment mes idées, et me donnait les ressources pour les exécuter. Le meilleur dans tout ça, c'est que Ryan, Lisa et Tom ont tous été embauchés dans les 6 semaines suivant mon arrivée. Ryan est devenu directeur des opérations de terrain. Lisa a repris 2 de leurs plus gros comptes. Tom a été promu directeur régional de projet. Tous les 3 gagnaient plus d'argent qu'ils n'en gagnaient chez Sterling, avec de meilleurs avantages. Pendant ce temps, de retour chez SCS, les choses s'effondraient littéralement. Je n'en ai pas entendu parler directement au début, mais les nouvelles vont vite dans ce milieu. Les gens parlent. Les techniciens connaissent des techniciens. Les chefs de projet boivent des bières ensemble. Les commerciaux font pire que les lycéens en matière de ragot. Et apparemment, Sterling était en train de devenir un spectacle catastrophique, aux proportions légendaires. Derek, de façon choquante, s'est avéré complètement, mais putain d'inutile, dans son poste inventé de toutes pièces. Semaine 1, il a passé la plupart de son temps à faire imprimer de nouvelles cartes de visite, et à installer son bureau. Semaine 2, il a voulu redorer la marque de l'entreprise, et a engagé un ami designer pour maqueter un nouveau logo, qui avait l'air d'avoir été fait sur MS Paint. Papa a en fait approuvé la facture de 15 000 € pour cette merde, avant que quelqu'un de sensé ne l'annule. Semaine 3, Derek a décidé que nous avions besoin d'un compte Instagram d'entreprise, pour nous connecter avec des clients plus jeunes. Il a posté des photos de lui en costume, debout devant des équipements de CVC, avec des légendes comme Boss Vib, et Construire l'avenir, un système à la fois. Il a obtenu environ 47 abonnés, dont 40 étaient ses amis ou des bots. Son développement commercial consistait principalement à prendre de longs déjeuners avec des clients potentiels, qui ne se sont jamais transformés en contrats réels. Il revenait de ces déjeuners en parlant de toutes ces connexions prometteuses, et des relations qu'il construisait. Mais j'ai appris par les gars de l'entrepôt, que ces notes de frais n'étaient que des reçus de restaurants de viande, où il mangeait seul, ou avec ses potes de fac. Les quelques pistes qu'il a ramenées, étaient soit trop petites pour valoir la peine d'être poursuivi, soit il avait fait des promesses sur les prix et les délais, qui étaient complètement irréalistes. Il a fait un devis pour un district scolaire à 40% en dessous des coûts, parce qu'il ne comprenait pas comment calculer les dépenses d'installation. Papa a dû les appeler personnellement pour renégocier, ce qui nous a fait passer pour des incompétents. Une autre fois, Derek a promis à un hôpital que nous pourrions installer un nouveau système CVC complet en 6 semaines.
Notre délai réel, pour ce volume de travail, était de 4 mois minimum. Quand j'ai fait remarquer cela lors d'une réunion, avant mon départ, Derek a dit « Nous devons juste être plus agressifs avec les délais. » Ouais, parce que la physique et les codes du bâtiment se soucient totalement de tes délais agressifs, espèce d'abruti. Mais le pire du pire, c'est quand il a essayé de faire de la vente incitative à un client de longue date, pour une mise à niveau de système dont il n'avait pas besoin. C'était un client avec qui nous travaillions depuis 15 ans. Il nous faisait confiance. Derek a purement et simplement menti sur la défaillance de leur système actuel, pour essayer de faire une vente. Le gestionnaire de l'installation a appelé mon père directement pour se plaindre. Nous avons failli perdre un contrat de maintenance annuel de 200 000 €, parce que Derek s'est pris pour un vendeur de voitures d'occasion. Il passait la plupart de son temps à poster sur LinkedIn, pour parler de bouleverser l'industrie du CVC, avec des postes de leadership éclairés qu'il n'avait clairement pas écrits lui-même. 5 façons dont le contrôle climatique révolutionne les entreprises modernes. Pourquoi votre système CVC est en fait votre meilleur employé? C'était tellement gênant, ça récoltait genre 12 likes, venant des mamans d'autres personnes. Sans moi pour gérer les opérations, mon père a dû reprendre le flambeau, mais il n'avait pas géré les opérations quotidiennes depuis 3 ans. Il ne connaissait pas les nouveaux systèmes que j'avais mis en place. Il ne comprenait pas les flux de travail que j'avais optimisés. Il ne savait pas quels fournisseurs nous utilisions, ni pourquoi. Il revenait sans cesse aux anciennes méthodes, qui n'avaient pas fonctionné. C'est exactement pour ça que je les avais changées en premier lieu. J'avais mis en place tout ce système de répartition numérique, où les techniciens recevaient leurs missions sur des tablettes, avec tout l'historique des travaux, les pièces nécessaires, et les notes des clients. Papa est revenu à appeler les gars au téléphone, et à leur faire noter les choses sur des presse-papiers. Les temps de réponse ont immédiatement doublé. J'avais négocié des accords de prix de gros avec nos principaux fournisseurs. Apparemment, papa a laissé certains d'entre eux expirer, et a recommencé à commander au prix de détail, parce que nous avions toujours travaillé avec eux avant. Peu importe que je nous ai obtenu 35% de réduction, en nous engageant sur des commandes en volume. Le système de planification de la maintenance préventive que j'avais construit, papa ne comprenait pas comment ça marchait, alors ils ont juste arrêté de l'utiliser. Ils sont revenus uniquement aux appels de services réactifs. Ils ont perdu des milliers de euros en revenus mensuels prévisibles. Sans Ryan, les opérations sur le terrain sont parties en vrille. Les temps de réponse ont doublé. Ils ont commencé à rater des échéances. Les plaintes des clients ont explosé, parce que personne ne coordonnait correctement les techniciens. Les gars se pointaient sur les chantiers sans les bonnes pièces. Les travaux étaient planifiés, sans vérifier si l'équipe avait l'expertise requise. J'ai entendu une histoire concernant une installation commerciale, qui a pris 3 semaines de plus que prévu, parce que personne n'a pensé à vérifier si l'équipe envoyée savait réellement comment installer ce type de système particulier. Ils ont dû faire appel à un sous-traitant externe pour le finir, ce qui a bouffé toute la marge bénéficiaire plus un supplément, et le client était furieux. Sans Lisa pour gérer les grands comptes, ils ont commencé à perdre des contrats. Elle avait passé des années à construire des relations, avec les gestionnaires d'installation et les directeurs des achats de nos principaux comptes. Elle connaissait leurs bâtiments, leurs équipements, leur budget, leurs priorités. Elle se souvenait que le superviseur de maintenance de l'hôpital Saint-Marie aimait son café noir, et détestait les appels téléphoniques avant 9 h du matin. Que le responsable des achats du district scolaire avait besoin que tout soit soumis 30 jours avant les réunions du conseil. Que le directeur des installations du comté était un grand fan des Broncos, et qu'il valait mieux ne pas programmer de travaux les jours de match. La personne qui l'a remplacé n'avait pas ses relations. N'avait pas ses connaissances. Elle a commencé à traiter ses clients de longue date comme de tout nouveaux comptes, en envoyant des propositions génériques, au lieu de solutions personnalisées. Le district scolaire a même appelé Lisa chez Apex, pour demander ce qui se passait avec Sterling. C'était devenu grave à ce point-là. Sans Tom pour diriger la gestion de projet, leurs travaux d'installation ont commencé à dépasser les budgets, et à prendre du retard. Tom avait été le gars capable de jongler avec 12 projets simultanément, et de tous les garder sur la bonne voie d'une manière ou d'une autre. Il savait comment séquencer le travail pour maximiser l'efficacité. Il savait quels sous-traitants étaient fiables, et lesquels avaient besoin d'une supervision constante. Il savait repérer les problèmes, avant qu'ils ne deviennent des désastres coûteux. La nouvelle équipe de gestion de projet n'avait pas cette expérience. Des travaux qui auraient dû prendre 4 semaines en prenaient 7.
Des budgets qui auraient dû avoir 25% de marge rentraient tout juste dans leurs frais, ou fonctionnaient à perte. Les clients appelaient pour se plaindre des retards. Et papa n'avait pas de bonne réponse, parce qu'il ne savait pas vraiment ce qui se passait sur les chantiers. J'ai entendu par le bouche à oreille que mon père essayait d'embaucher des remplaçants, mais la réputation de Sterling dans l'industrie prenait un sérieux coup. Les personnes compétentes ne voulaient pas y travailler, quand elles n'arrêtaient pas d'entendre des histoires sur le désastre népotique qu'était l'embauche de Derek, et l'exode massif du personnel expérimenté. Le bruit courait, Sterling n'était plus une opération professionnelle. C'était un drame familial qui se jouait avec une licence commerciale. 3 mois après mon départ, je suis tombé sur l'un des gars de l'entrepôt de Sterling, chez un distributeur de fournitures. Un bon gamin, qui travaillait toujours dur. « Comment ça se passe là-bas » ai-je demandé. Il a regardé autour de lui, comme s'il craignait que quelqu'un puisse l'entendre. « Mec, c'est mauvais. Nous avons perdu les contrats des hôpitaux. 2 des bâtiments du district scolaire nous ont laissé tomber. Tout le monde fait des heures supplémentaires de folie pour essayer de suivre, et ton père perd la boule. Derek ne fait rien. À part se promener en faisant l'important. La moitié des gars cherchent un nouveau boulot. Désolé d'entendre ça, ai-je dit. Et je le pensais pour les employés, pas pour mon père. Ne sois pas désolé, mec. Tout le monde sait qu'ils t'ont fait un sale coup. Tu méritais mieux. 2 semaines après cette conversation, mon téléphone a sonné. Numéro masqué. J'ai failli ne pas répondre, mais je me suis dit, et puis merde. Allô. C'est ton père. Oh, ça promettait d'être bon. Que puis-je faire pour toi, papa? Nous devons parler de ton retour. J'ai littéralement éloigné le téléphone de mon oreille, et je l'ai regardé comme si j'avais mal entendu. Tu veux que je revienne? Les choses ont été difficiles depuis ton départ. Nous avons besoin de quelqu'un avec ton expérience pour stabiliser la situation. Et qu'en est-il de Derek? Toujours directeur du développement commercial, a gagné 175 000 €. Silence. Il a fait la transition vers un autre rôle. Traduction, nous avons réalisé que nous avons merdé, mais nous ne voulons pas l'admettre ouvertement. Voici ma contre-proposition, ai-je dit. Non, ne sois pas puéril avec ça. Je ne suis pas puéril. Je suis professionnel. Tu as eu la chance de me traiter équitablement. Tu as choisi de me traiter comme de la merde. Tout en offrant un parachute doré à mon frère sous-qualifié. Ça m'a montré exactement où je me situe par rapport à toi. Je suis passé à autre chose. Tu devrais en faire autant. Je t'offre le poste de directeur des opérations. 90 000 € de salaire. Je gagne déjà 95 000 € de base plus des bonus chez Apex. Essaie encore. Très bien. 100 000 €, et nous discuterons de te donner des parts de l'entreprise. Vous en discuterez. Ce n'est pas une offre. C'est un peut-être. De plus, même si tu me donnais 100 000 €, tu me demandes de revenir pour régler tous les problèmes que tu as créés, en ne m'écoutant pas en premier lieu. Pourquoi ferais-je ça? Parce que c'est une entreprise familiale. Parce que tu seras propriétaire un jour. Tu sais quoi? J'en ai fini avec cette conversation. Bonne chance, papa. J'ai raccroché. Il a rappelé 3 autres fois ce jour-là. Il a laissé des messages vocaux de plus en plus désespérés. Je n'ai répondu à aucun d'entre eux. Puis maman a commencé à appeler. Puis Derek, de toutes les personnes possibles, a envoyé ce long texto, sur le fait que la famille avait besoin de moi, que nous luttions tous, et que je pourrais s'il te plaît juste parler à papa. Non. Bloqué, bloqué et bloqué. 2 mois de plus se sont écoulés. J'ai appris par plusieurs sources que Sterling touchait le fond. Ils avaient perdu environ 40% de leur contrat. Les revenus étaient tombés à environ 7 millions de €, soit moins que quand j'avais commencé à y travailler. Ils avaient dû licencier environ un tiers de leurs effectifs. Le bruit courait que papa avait contracté un prêt massif pour essayer de maintenir l'entreprise à flot, et que maintenant il ne pouvait plus rembourser. Puis j'ai reçu l'appel d'un avocat d'affaires que je n'avais jamais rencontré. Il a dit qu'il représentait SCS dans une éventuelle procédure de faillite, et que mon père lui avait donné la permission de me contacter, pour éventuellement consulter afin d'aider à restructurer l'entreprise. À quel point est-ce grave, ai-je demandé. Sans améliorations opérationnelles significatives,
et sans nouveaux revenus contractuels dans les 90 prochains jours, ils devront déposer le bilan. Et vous pensez que je peux arranger ça? Votre nom est revenu à plusieurs reprises, lorsque nous avons interrogé les employés sur ce qui a changé avant et après votre départ. J'ai laissé ça faire son chemin. 3 années de mon travail, systématiquement démantelées en 6 mois, parce que mon père était trop têtu et trop occupé à faire du favoritisme, pour reconnaître ce qu'il avait. Je vais être honnête avec vous, ai-je dit à l'avocat. Je n'ai absolument aucun intérêt à sauver cette entreprise. Aucun. Mon père a eu la chance de valoriser mes contributions quand j'y étais. Il a choisi de ne pas le faire. C'est son problème. Je comprends, mais je suis obligé de demander. Y a-t-il une quelconque circonstance dans laquelle vous envisageriez d'aider? J'y ai réfléchi. J'ai pensé à tous ces employés, qui ne méritaient pas de perdre leur emploi à cause de l'ego de mon père. J'ai pensé aux clients, qui se feraient avoir si Sterling coulait au milieu d'un contrat. J'ai pensé à la satisfaction d'obliger mon père à admettre qu'il avait tort. Voici le seul scénario que j'envisagerais, ai-je dit. Transfert complet de propriété à mon nom. Il cède 100% des parts de l'entreprise. Il se retire complètement. Aucun rôle consultatif, aucun siège au conseil d'administration, rien. J'amène une équipe de direction en laquelle j'ai confiance. Je restructure comme je l'entends. Et il n'a absolument pas son mot à dire. Ce sont mes conditions. C'est une demande importante. C'est ma seule offre. Et honnêtement, il devrait l'accepter, parce que sans moi, cette entreprise est morte de toute façon. Avec moi, au moins les employés gardent leur travail, et les clients sont servis. Il repart les mains vides de toute manière. De cette façon, au moins. Quelque chose qui porte son nom survit. Je transmettrai cela à mon client. 2 jours plus tard, papa m'a appelé depuis le bureau de son avocat. Sur haut-parleur. Ces conditions sont scandaleuses, a-t-il commencé. Alors ne les accepte pas, dépose le bilan. Perds tout. Mais ne me fais pas perdre mon temps à prétendre que tu as un quelconque moyen de pression ici. J'ai construit cette entreprise. Je ne vais pas simplement la céder. Tu ne l'as pas construite. Tu l'as fondée. C'est moi qui l'ai construite. La version à 14 millions d'euros qui existait quand je suis parti, c'était moi. Le désastre à 7 millions d'euros que c'est maintenant, c'est toi et Derek. Alors, ouais, tu la cèdes, ou tu la fermes. C'est ton choix. Son avocat est intervenu. Nous pourrions peut-être discuter d'une structure de partenariat ou aucun partenariat. Transfert complet, ou rien. Silence sur la ligne. Je pouvais presque entendre les dents de mon père grincer. Tu es en train de baiser ton propre père, a-t-il fini par dire. Non, je propose de sauver quelque chose que tu as détruit. Tu es juste en colère, parce que pour la sauver, ça implique d'admettre que tu avais tort sur tout. Sur moi, sur Derek. Et sur ce dont cette entreprise avait besoin. Et tu sais quelle est la partie vraiment amusante? Si tu m'avais juste accordé une augmentation équitable, et traité avec un minimum de respect. Rien de tout cela ne serait arrivé. Tu aurais toujours ton entreprise. Je serais toujours en train de la diriger. Nous serions toujours en pleine croissance. Au lieu de cela, ton ego a tué ton entreprise. Je lui propose juste une transplantation. Nouveau silence. J'ai besoin de temps pour y réfléchir. Tu as 48 heures. Après ça, mon offre expire, et tu pourras te débrouiller tout seul. Le temps presse, papa. J'ai raccroché. Ces 48 heures m'ont paru longues. Une partie de moi s'attendait à ce qu'il refuse par fierté. Une partie de moi ne savait même pas si je voulais qu'il accepte. Voulais-je vraiment retourner chez Sterling, même en étant le propriétaire? Mais il y avait quelque chose de poétique là-dedans. L'entreprise qui avait refusé de me traiter équitablement. Lui, signant la cession de l'entreprise, parce que sa fierté l'avait détruite. Le poste de l'enfant chéri qu'il avait créé, se retrouvant supprimé. Moi, revenant non pas comme l'employé sous-évalué, mais comme le patron. Ouais, je voulais ça. À la 47e heure, son avocat a appelé. Il accepte vos conditions. Nous allons commencer à rédiger les documents. Il allait vraiment le faire. Il n'a pas le choix. C'est ça ou la liquidation. Et entre vous et moi,
Je pense que perdre l'entreprise au profit de son fils est légèrement moins humiliant que de la perdre au profit de ses créanciers. La paperasse a pris 3 semaines. Transfert de propriété, reprise du prêt, accord de restructuration. J'ai fait venir mon propre avocat pour m'assurer que chaque détail était blindé. Aucune faille, aucun retour en arrière possible. Le jour où nous avons tout signé, mon père avait l'air d'avoir pris 10 ans. Assis en face de moi à la table de conférence de l'avocat, il me regardait à peine dans les yeux. « Tu fais une erreur », a-t-il dit en signant la dernière page. « Cette entreprise a besoin de la famille Assabar. »« Elle a la famille Assabar », ai-je répondu. « Moi. Juste pas le membre de la famille que tu voulais. » Derek n'était même pas là pour la signature. J'avais bien précisé qu'il était licencié avec effet immédiat, dans le cadre de l'accord. J'ai appris plus tard qu'il avait piqué une crise monumentale, menacé de me poursuivre en justice, menacé de poursuivre papa. Papa lui aurait apparemment dit de grandir, et de trouver un vrai travail. J'ai presque eu de la peine pour lui. Presque. Alors que mon père se levait pour partir, il a tenté une dernière manipulation. « Ta mère est dévastée, tu sais. Ça la tue. Alors elle aurait dû parler quand tu me traitais comme une merde. » Les actes ont des conséquences. Il s'avère que ça s'applique aussi aux parents. Il est parti sans un mot de plus. J'ai officiellement pris le contrôle de SCS un lundi. J'ai passé la première semaine à évaluer les dégâts. C'était pire que je ne le pensais. Il ne s'agissait pas seulement des contrats et des revenus perdus. Toute la culture d'entreprise était devenue toxique. Le moral était au plus bas. Les gens avaient peur de prendre des décisions. Tout fonctionnait sur des systèmes obsolètes, parce que personne n'avait l'autorité pour mettre en œuvre des changements. L'entrepôt était un désordre total. Le système d'inventaire était revenu au bon vieux presse-papier. J'ai trouvé pour environ 80 000 € de pièces périmées, ou qui étaient là depuis si longtemps qu'elles étaient obsolètes. L'atelier était désorganisé, des outils manquaient, les baies de travail étaient encombrées, les protocoles de sécurité étaient ignorés. J'ai parlé aux techniciens qui étaient restés. La plupart cherchaient un autre emploi. Les bons se sentaient non respectés et surmenés. Les médiocres se laissaient porter, parce qu'il n'y avait aucune obligation de rendre des comptes. Le service client répondait aux appels avec un taux de réussite d'environ 60%. Le reste allait sur une messagerie vocale, qui n'était vérifiée que de temps en temps. Notre temps de réponse aux demandes de service était passé de 4 heures à 2 jours. 2 jours pour des urgences CVC commerciales. Les finances étaient encore pires que ce à quoi je m'attendais. Non seulement les revenus étaient tombés à 7 millions €, mais les marges bénéficiaires s'étaient effondrées. Des chantiers qui auraient dû être rentables rentraient à peine dans leurs frais, à cause de mauvaises estimations, et d'une exécution encore pire. Les frais généraux avaient en fait augmenté malgré la baisse des revenus, parce que papa n'avait fait que jeter de l'argent sur les problèmes, au lieu de s'attaquer aux causes profondes. Première action, j'ai débauché Ryan, Lisa et Tom de chez Apex. Ça a demandé quelques négociations. Ils y étaient heureux, et j'ai dû m'aligner sur leurs salaires actuels, et y ajouter un petit plus. Ryan voulait 120 000 €. Lisa voulait 115 000 €. Tom voulait 125 000 €, plus des parts de l'entreprise. Je leur ai donné à chacun 5% des parts immédiatement, avec la possibilité d'en acquérir davantage en fonction des performances. Tous les 3 ont accepté de revenir en tant qu'associés, avec de vrais enjeux personnels. Deuxième action, j'ai fait venir un consultant en ressources humaines, pour reconstruire la culture d'entreprise. Des entretiens de départ avec les gens qui étaient partis. Des sondages anonymes avec les gens qui étaient restés. Les retours ont été brutaux, mais utiles. La direction ne communique pas. Personne ne sait quel est le plan. Derek était une blague. L'ancienne direction nous manque. L'entreprise semble sans gouvernail. J'ai créé de véritables descriptions de postes pour chaque fonction. Des structures de rémunération appropriées, liées aux normes de l'industrie. Un chemin d'avancement clair, pour que les gens sachent comment évoluer. Des processus d'évaluation des performances. Des programmes de formation. Fini le népotisme. Fini le favoritisme. Tout est basé sur le mérite. Si vous faisiez du bon travail, vous étiez reconnu et payé en conséquence. Sinon, vous étiez accompagné, ou gentiment poussé vers la sortie. J'ai reconstruit les systèmes opérationnels que j'avais initialement mis en œuvre.
j'ai ramené la répartition numérique, renégocié les contrats fournisseurs, rétabli le programme de maintenance préventive, corrigé la gestion des stocks, mis en place des protocoles de gestion de projets appropriés. Tout ce qui fonctionnait avant mon départ, je l'ai ramené, avec en prime les améliorations que j'avais apprises chez Apex. Troisième action, j'ai contacté personnellement chaque client que nous avions perdu, ou qui pensait à nous quitter. C'était une tâche qu'on ne pouvait pas déléguer. J'ai appelé les gestionnaires d'installation, les directeurs des achats, les superviseurs de maintenance. J'ai expliqué le changement de propriétaire, j'ai assumé la responsabilité des échecs qu'ils avaient subis, j'ai présenté la nouvelle équipe de direction, et j'ai décrit précisément comment nous allions régler les problèmes. Certains étaient sceptiques, à juste titre. Nous avions bousillé leur bâtiment, raté des échéances, nous leur avions coûté de l'argent. Mais un nombre suffisant d'entre eux étaient prêts à nous donner une autre chance, en particulier ceux qui se souvenaient avoir travaillé avec moi auparavant. L'hôpital qui nous avait lâchés? Nous l'avons récupéré, avec un contrat probatoire de 6 mois. Le district scolaire nous a permis de faire une offre sur leur prochain projet. Il a fallu 6 mois de travail acharné avant de nous stabiliser. Chaque jour consistait à éteindre des incendies, et à reconstruire la confiance. Mais les revenus ont commencé à remonter. La fidélisation des clients s'est améliorée. Nous avons réembauché certains des employés licenciés qui étaient bons. Nous avons commencé à décrocher de nouveaux contrats. Année 1, sous ma direction, nous avons atteint 12 millions d'euros de revenus. Pas encore revenus au pic des 14 millions, mais en progression. Année 2, nous avons atteint 16 millions. Année 3, l'année dernière, nous avons dépassé les 20 millions. SCS vaut aujourd'hui plus que jamais. Nous avons 95 employés, tous payés équitablement. Ryan, Lisa, Tom et moi possédons chacun 25% de l'entreprise. Nous prenons les décisions ensemble. Tout le monde a droit à une participation aux bénéfices. La culture d'entreprise est solide. Et mon père. Aux dernières nouvelles, maman et lui ont déménagé dans une maison plus petite. Derek travaille dans les ventes pour un concessionnaire automobile dans un autre état, sautant de boulot en boulot, comme toujours. Aucun d'entre eux n'a cherché à me contacter depuis que le transfert de propriété a été acté. Je n'ai pas cherché à les contacter non plus. Est-ce que je me sens mal de la façon dont les choses se sont passées? Parfois, ouais. Ça aurait été sympa d'avoir une famille qui me valorisait vraiment. Ça aurait été sympa si papa avait pu me payer équitablement, et me traiter avec respect dès le départ. Mais surtout, je me sens libre. Libre du manque de respect constant, du favoritisme, du fait d'être pris pour acquis. Libre d'attendre une approbation qui ne viendrait jamais. Libre de regarder mon travail être attribué à quelqu'un d'autre, ou rejeté comme un simple coup de chance. Certaines personnes disent que j'ai été trop dur. Que la famille devrait pardonner. Que j'aurais dû trouver un arrangement, ou papa garder une part de l'entreprise. Et puis quoi encore? Le pardon ne signifie pas laisser les gens continuer à vous faire du mal. La famille ne signifie pas accepter le manque de respect. Et garder impliqué quelqu'un qui a détruit ce que vous avez construit, ce n'est pas noble. C'est stupide. YouTube vient de sortir cette nouvelle fonctionnalité Hype. Si vous êtes accro à cette histoire, défoncez ce bouton Hype. Ça indique à YouTube, cette vidéo mérite d'exploser.